ont servi à mettre en valeur le bastion situé près du Vieux-Port. La construction du fortin, que l'on aperçoit à droite, débuta en 1619 sur ordre du prince de Monaco Honoré II qui souhaitait protéger la ville. Pour comprendre le rôle que joua Monaco dans l'histoire de Menton, il faut revenir quelques siècles en arrière. La seigneurie de Menton apparut au XIIIe siècle lorsque la famille génoise de Menton en acquiert la propriété. En 1346, la ville est rachetée par Charles Grimaldi, seigneur et maître de Monaco. Durant 116 ans, Monaco et Menton seront placés sous tutelle espagnole jusqu'à ce que le prince Honoré II fasse libérer le pays qui sera dès lors sous la protection de la France. Les travaux d'aménagement du Vieux-Port se déroulèrent entre 1857 et 1878. Le quai Bonaparte, sur lequel nous circulons, porte le nom du général qui en décida sa construction en 1796 afin de faciliter les échanges commerciaux avec la Ligurie. Imaginez les lieux avant l'existence du quai. Les maisons-tours, typiques de l'habitat médiéval italien, avaient alors leur soubassement dans l'eau. La fontaine Queen Victoria. Il faut dire que la reine anglaise adorait la France et en particulier la French Riviera. Cette idée française, c'est à Menton qu'elle l'efface en 1882. Le jour de son arrivée fut un vrai moment de liesse. Il paraît même qu'elle fut accueillie en fanfare par une foule immense qui se tenait de part et d'autre de la voie ferrée. Nous longeons actuellement la baie de Garavan, aménagée dès 1965. Composée de petits gravillons et de sable fin, les plages de la baie de Garavan offrent un très beau panorama sur les montagnes italiennes et le vieux Menton.
de la rue se dresse la chapelle Saint-Jacques. Si sa façade est teinte ocre rouge et plus sa splendeur d'antan, c'est parce que la construction de cet édifice religieux de style baroque date de 1688. Classée aux monuments historiques, cette ancienne chapelle funéraire était à l'origine un oratoire de voyageurs. Les lieux désacralisés accueillent de nos jours des expositions temporaires. Avant de devenir une station balnéaire réputée, Menton demeura jusqu'au XIXe siècle un petit bourg de pêcheurs et d'arboriculteurs. 1860 marque à la fois l'annexion de Menton à la France et l'essor touristique de la ville. Dès lors, pour répondre à la demande d'une clientèle très fortunée, de somptueux palaces vont apparaître dans le paysage. À ce titre, cette route Menton, surnommée la perle de la France, est la seule ville française ayant conservé le plus grand nombre de palaces de la belle époque. Si les premiers touristes sont anglais, c'est grâce à un certain James Henry Bennett, considéré par la ville comme l'inventeur de la station climatique de Menton. Convaincu que la douceur du microclimat mentonais pouvait guérir les affections pulmonaires, ce docteur anglais ouvrit la clinique verticale et incita ses compatriotes à venir chaque hiver se refaire une santé sur les bords de la Méditerranée. Si vous observez bien, en face, sur les hauteurs, vous apercevrez la faille creusant la montagne. Vous la voyez ? Elle forme une frontière naturelle entre la France et l'Italie, les deux pays étant reliés par un viaduc monumental. À ce titre, nous sommes à moins d'1 kilomètre de l'Italie. Plus à droite de la faille, côté italien, se dresse à flanc de montagne une tour médiévale qui fut, durant de nombreux siècles, une garnison servant à surveiller la frontière. On peut également apercevoir la silhouette d'une immense bâtisse à droite de la tour. Dans les années 30, le docteur Voronov y avait installé une ferme à singes. Des singes? Curieux, non? D'autant plus curieux lorsque l'on sait à quoi servaient les primates. Adepte de la médecine expérimentale, cet éminent chirurgien russe est mondialement connu pour avoir greffé sur des humains des testicules de singes afin de stimuler leur organisme. La fontaine Hanbury, portant le nom de son généreux donateur. Du côté droit de cette fontaine, ornée d'un lion sculpté, on peut lire l'année de sa réalisation, 1897. Nous entamons notre ascension vers les balcons fleuris qui surplombent la ville et la mer Méditerranée. Si l'essor du tourisme débuta vers 1860, l'installation des infrastructures ne se déroula pas aussi vite que prévu. Cause ? L'esplanade Jojo Arnaldi et le poste frontière Saint-Ludovic, construit dans les années 1950. Comme nous le rappelle la plaque apposée à l'entrée du pont, l'esplanade porte le nom d'un héros local, mort au combat sous les balles allemandes le 16 septembre 1944. Observez bien le poste frontière. Ce lieu ne vous rappelle rien? Celles et ceux qui ont vu Le Cornio, un film de 1964 réunissant Louis de Funès et Bourvil, deux monstres sacrés du cinéma français,
se souviennent peut-être de cette scène mythique où De Funès est aux prises avec les douanes françaises. Oh, grave, vous en avez pas, c'est pas grave. Moi, je suis pas super. Il y en a qui marchent pas de culotte, avec sa grosse bagnole. Des villas que l'on aperçoit à gauche, le boulevard Garavant, dans lequel nous circulons, recèle de nombreux bijoux architecturaux. Percé entre 1882 et 1887, ce boulevard dominant la baie de Menton est surnommé le rêve babylonien, en référence au mythique jardin de Babylone. C'est ici que des personnalités du monde entier firent construire de somptueuses demeures dans lesquelles étaient organisées des fêtes féeriques où luxe et raffinement enflammaient la French Riviera. Peut-être avez-vous remarqué les petits chemins en escalier de part et d'autre de la route. Ils permettent de relayer le bord de mer aux terrasses en restanque du Garavant où foisonnent toutes sortes d'espèces végétales comme les poivriers, les caroubiers, sans oublier la flore tropicale largement représentée. Garavant. Ce chemin, grimpant dans la colline, conduit aux Colombières, un ensemble architectural hors du commun que l'on ne peut voir d'ici. Le domaine des Colombières est l'œuvre du sculpteur paysagiste Fernand Bach qui entreprit la rénovation d'une bâtisse en ruine acquise dans les années 1920 par monsieur et madame Latin Boqueré. Les lieux se composent d'une villa d'exception de style palazzino, dont les pièces ont été décorées de sculptures et de fresques murales réalisées par Fernand Bach. Sans oublier l'aménagement du jardin pour lequel l'artiste s'inspira de la Grèce antique, de la Renaissance espagnole et des palais romains. On découvre une très belle façade florentine aux arcades décorées en son temps par le célèbre architecte mentonais Abel Glénat. C'est la fondation pour l'enfance Barrican à Enfants. Cette splendide propriété, entourée d'un véritable jardin d'acclimatation de plantes rares, fut construite grâce à la volonté de Marie-Jeanne Alphand qui entreprit dès 1905 la création d'un hôpital pour enfants malades. Pour la petite histoire, la villa du Roman Gris, située près du bâtiment central, a accueilli des hôtes prestigieux, tels Lord Mountbatten, le dernier vice-roi des Indes britanniques, et la romancière Agatha Christie. Nous, le livret du parc du Pian. Cet agent sur 3 hectares, cet espace classé abrite plus de 530 oliviers. Dans la continuité du parc, le jardin botanique du Val Ramey, certifié du label Jardin remarquable. À présent, si vous observez bien, à gauche, en hauteur, vous pourrez peut-être apercevoir l'immense bâtisse des Colombières qui enflamme la colline du Garavant avec ses teintes d'un rouge chaud et mat.
Si l'avenue dans laquelle nous circulons se nomme Blasco Ibáñez, c'est parce qu'en 1921, l'écrivain espagnol, séduit par Manton, décide d'acheter un ensemble de bâtiments composés de la villa Fontana Rosa et de son jardin extraordinaire que vous allez bientôt découvrir sur la gauche. À gauche, l'entrée de la Fontana Rosa. Sur le fronton, au-dessus du portail, on distingue de gauche à droite les portraits en céramique de Balzac, Cervantes et Dickens. Ce n'est pas pour rien que cet espace de verdure colorée fut surnommé le jardin des romanciers. Vicente Blasco Ibáñez, qui souhaitait un jardin dédié à l'art de vivre méditerranéen et à la littérature, avait fait disposer au milieu des bassins d'eau des stèles en bronze représentant les géants de la littérature universelle, tels que Dickens, Flaubert, Victor Hugo ou encore Dostoïevski. Sur les hauteurs, en face, le clocher de la basilique Saint-Michel s'élève au cœur de la vieille ville. À sa droite, À droite, en hauteur, trône l'ancien hôpital de Menton datant du 19e siècle. On ne peut le voir d'ici. Mais en vous plaçant sur le quai Bonaparte, vous pourrez admirer sa magnifique architecture de couleur ocre rouge. d'une superficie de 3000 m², les lieux ont été entièrement rénovés pour accueillir depuis 2005 le campus Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po, fréquenté par des étudiants venus des 4 coins de la planète. Face à nous, la porte Saint-Julien. Et oui, mesdames, messieurs, c'est bien par ce passage étroit que le petit train va s'engager pour parcourir la rue Longue. Et là où le soleil ne rentre jamais, comme disent les anciens. Exact. Antique voie romaine, la rue Longue était jadis l'artère principale de la ville, permettant de relier la France à l'Italie. À gauche, l'ancien palais des Princes, bâti en 1650 par le prince Honoré II. Il fut édifié sur les bases d'une ancienne maison seigneuriale, construite au XVe siècle pour Jean Ier Grimaldi. Sur votre gauche, le passage des Diamants. Mais pourquoi l'a-t-on appelé ainsi? Y aurait-on caché un trésor de pirates? Pas du tout. Cela vient du fait qu'avant la construction du quai Bonaparte, situé en contrebas du passage, la mer arrivait au pied des maisons. Sous l'action du soleil, l'eau se reflétait sur la voûte, formant ainsi des milliers d'éclats de lumière, semblables à ceux des diamants. Les escaliers de maison présentent une déclivité assez vertigineuse. Mieux vaut éviter de les emprunter après avoir passé une soirée arrosée, n'est-ce pas? Au-delà de la plaisanterie, cette Manuel cantonne.
Ce chef-d'œuvre de l'architecture baroque génoise est mis en évidence par les rampes en escalier à 2 volets dont la construction, décidée en 1753 par Honoré II, permettait de rejoindre la rue Longue depuis la basilique. Nous ressortons de la rue Longue par la porte Saint-Antoine. Savez-vous qu'au Moyen-Âge, la ville était ceinte de remparts et percée de 8 portes? De nos jours, il n'y en a plus que 3. À gauche, en surplomb, la place des Logettes et sa splendide fresque géante en céramique colorée, rappelant l'histoire de Menton au fil des siècles. C'est dans ce périmètre que se développa la petite communauté de pêcheurs qui vécut du cabotage jusqu'à la fin du XIXe siècle. Sur le mur à droite, un écriteau d'époque indique « Descente du petit port ». Un nom indicateur qui incite les femmes à faire l'abandon du reste de neige naturelle. Mais attention, on vous perd. Jouxtant le splendide édifice du XIXe siècle de l'Hôtel de Ville, la salle du mariage. En 1957, à la demande de Francis Palmero, maire de Menton, l'artiste français Jean Fortin prend en charge l'agencement des locaux anciennement occupés par la justice de paix. Cette salle offre des éléments décoratifs tout bonnement grandioses. Peinture murale, portes en bois à motif en pointe de diamant, tapis style léopard, sans oublier les candélabres en bronze. Son architecture est l'œuvre du Niçois Roger Céassal.
faut dire que cet architecte de talent est également l'auteur du Palm Beach Weekend et du Sporting Club d'été de Kentucky. L'imposante structure blanche que vous apercevez à présent, c'est le musée Jean Cocteau, collection Séverin Vanderman, inauguré en